Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler en repos près de Douai, et nous allons reprendre là. Donc, pour la fin mai et le mois de juin, le régiment d'Hitler est en seconde zone. Donc, ils sont pas sur la ligne de front, ils sont un peu derrière dans les alentours de Douai, pour faire tout ce qui est travaux de tranchées, d'abris, bon, les travaux que habituellement ils font les soldats à l'arrière du front. Pour le mois de juillet, les Alliés veulent attaquer dans les Flandres. Donc ce sera la troisième bataille d'Ypres, ou appelée aussi la bataille de Passchendaele. Donc pourquoi cette bataille? Tout simplement, les Américains sont rentrés depuis peu dans la guerre, et l'état-major allemand savent très bien qu'ils n'ont aucune chance, et que l'Amérique envoie du matériel et des hommes frais, alors qu'eux ils sont déjà épuisés depuis quasiment 3 ans de guerre. Donc ils savent que c'est bientôt la fin. Donc pour essayer de remédier à cette fin, ils vont envoyer de nombreux U-boats pour aller attaquer les convois maritimes dans l'Atlantique en masse. Donc là c'est vraiment, il y avait déjà les combats, mais ils vont envoyer énormément d'U-boats. Mais les Alliés, bon, ils arrivent à très bien se protéger, hein, donc ils envoient leurs convois, des gros convois protégés par des bateaux de guerre qui font la chasse aux sous-marins. Donc en gros les Allemands ils perdent cette bataille maritime. Donc la chose est qu'en juillet, le Parlement allemand déjà demande à l'état-major Kaiser de faire un armistice. Il veut un armistice parce qu'ils savent que la fin est proche, la guerre maritime elle est perdue. Le truc c'est que même si la guerre maritime est perdue, les U-boats font quand même encore beaucoup de mal au convoi, donc ils ont quand même quelques pertes. Et le commandement allié décide d'attaquer les Flandres justement pour percer et aller attaquer les bases navales de U-boats en Belgique. Et ces messieurs ont de grandes ambitions parce que bon, pour gagner quelques centaines de mètres, ils perdent des milliers d'hommes. Et là, leur objectif, c'est 50 km. Donc, à partir de la mi-juillet, pendant quasiment 15 jours, ils bombardent les positions allemandes. Donc, ils envoient 4,3 millions d'obus, dont des obus au gaz, parce qu'ils font aussi des attaques au gaz sur la zone. Et le régiment d'Hitler, lui, ils arrivent le 22 juillet. Ils arrivent dans la zone pour tenir la position, en sachant que le commandement allemand, eux, ils pensent que c'est des attaques de diversion. Ils ne pensent pas que ça sera l'attaque principale, donc ils envoient des régiments de réserve comme celui d'Hitler. Donc le régiment d'Hitler se retrouve dans cet enfer, et ils passent leur temps dans les tranchées, dans les abris. Impossible de sortir pour eux, et ils ont quasiment tout le temps leur masque à gaz sur le visage, parce que les attaques au gaz se mélangent aux attaques standards. Donc Hitler dira: ici nous avions reçu notre baptême du feu en octobre et novembre 1914, avec un amour brûlant de la patrie dans nos cœurs, et une chanson aux lèvres. Notre jeune régiment est entré en action comme s'il allait danser. Le sang le plus cher a été donné gratuitement ici, dans la conviction qu'il a été versé pour protéger la liberté et l'indépendance de la patrie. En juillet 1917, nous avons mis le pied pour la deuxième fois sur ce que nous considérions comme un sol sacré. Nos meilleurs camarades n'étaient pas au repos ici, certains d'entre eux un peu plus que des garçons. Les soldats qui s'étaient précipités dans la mort pour le bien de leur pays, les yeux brillants d'un amour enthousiaste. Les plus âgés d'entre nous, qui étaient avec le régiment depuis le début, étaient profondément émus alors que nous nous tenions sur ce lieu sacré, où nous avions juré loyauté et devoir jusqu'à la mort. Il y a 3 ans, le régiment avait pris cette position d'assaut. Maintenant, il était appelé à la défendre dans une lutte exténuante. Donc là, c'est un petit côté poétique d'Hitler. Entre guillemets aussi, Hitler a écrit des poèmes. Mais là, Hitler donc, parle de ses camarades morts au combat justement en 14, et que là, ils ont une pensée pour eux justement en revenant sur cette même zone où ils vont encore combattre. En sachant que Hitler, pareil, en 40, lors de sa visite, est parti se recueillir sur les tombes des anciens combattants. Et beaucoup de gens ont dit que c'était un coup de com'. Donc il faut croire que Hitler était vraiment sensible envers les anciens combattants. Son entourage dira par exemple que Hitler ne mélangeait pas la vie privée et le travail. Quand il était au travail, vous pourriez être limite son fils, s'il en aurait eu un, et aller lui demander quelque chose. Ah, il aurait dit non. Il était vraiment dans son monde de travail, et il n'y avait pas de sauf-conduit pour les gens même proches de lui. Et justement, son entourage dira qu'il était à l'aise, vraiment en mode repos, que quand il était au Berghof entouré de sa famille, ou quand il était entouré des anciens combattants. Là, il était en mode repos, et il se laissait aller à la plaisanterie et à d'autres choses. En sachant que aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu l'armistice avec la France,
Hitler a libéré des soldats français qui étaient prisonniers dans ces camps, et la plupart de ces soldats français étaient justement des anciens combattants de la guerre 14-18. Donc alors, le 31 juillet, les Alliés se lancent à l'assaut des positions allemandes. Donc les premières positions, bon, ils sont pris quasiment sans résistance, hein, comme d'habitude, parce que l'artillerie avait tout labouré les tranchées allemandes. Mais après, ils se heurtent, comme d'habitude, aux deuxième, troisième position, et là, ils sont stoppés net. Le truc, c'est que les Alliés, ils vont pas reculer. Ils vont pas retourner à leurs tranchées, ils vont rester dans les trous d'obus de la zone pour tenir les positions. Et ils vont essayer de gratter petit à petit le terrain de trou d'obus en trou d'obus. Donc c'est une bataille qui a duré du 31 juillet au 6 novembre. Donc pendant quasiment 3 mois et quelques jours. Donc les Alliés et les Allemands, ils vont vivre dans les trous d'obus et se balancer des grenades et se tirer dessus pour gratter quelques mètres, quelques kilomètres de terrain. Donc Hilliard dira, à midi, 2 compagnies de mitrailleuses du 238e régiment de réserve sont arrivées en renfort. Ils devaient être envoyés en petits groupes depuis le quartier général du régiment. 2 officiers, dont moi-même et les 6 messagers, ont ouvert la voie. À partir d'un creux qui nous protégeait de l'observation, nous avons dû traverser quelques 200 mètres entièrement à terrain découvert, non protégé. À cause des mitrailleuses lourdes et des caisses de munitions, nous avons dû rester sur la route, où nous avons été soumis à des tirs d'artillerie lourde et aussi de mitrailleuses. Je peux encore voir à ce jour 2 chars anglais qui avaient été arrêtés par notre artillerie sur la route principale d'Ypres à Menin, mais qui continuaient à utiliser leurs armes malgré tout, et nous avions craint d'être pulvérisés par leurs armes. Donc là, une petite histoire de combat d'Hitler. Hein. Donc là, il l'a envoyé pour, en gros, escorter, surtout aider à porter le matériel des 2 mitrailleuses lourdes. Et il voit sur la route des chars anglais. Donc là, pareil, on pourrait supposer qu'Hitler est vraiment en contact de l'ennemi, mais il faut penser qu'il est certainement à 1,5 km, 2 km de l'ennemi. Mais en sachant que, justement, de sa position, il peut voir des chars parce que c'est des gros mastodons. Hein. Donc sur la route, si c'est bien dégagé, on peut les voir de loin. Et c'est pareil, le char, lui, s'il va voir un groupe de mecs commencer à traverser la route, s'il est encore actif, ses mitrailleuses ou son canon, ils peuvent l'utiliser contre justement l'infanterie qui traverse. Donc il faut savoir aussi que les Alliés utilisent encore une fois des bombardiers pour bombarder les tranchées allemandes, et justement, comme là on vient de l'expliquer, ils utilisent aussi des chars. Donc Hitler dira encore dans Mein Kampf, avec un bombardement d'artillerie qui a duré 3 semaines, les Anglais se sont préparés à leur grande offensive en Flandre. Là, les esprits des morts semblaient revivre. Le régiment s'enfonça dans la boue, s'accrocha à ses trous d'obus et à ses cratères, sans broncher ni vaciller, mais en diminuant de jour en jour. Enfin, les Britanniques lancent leur attaque le 31 juillet 1917. Nous sommes relevés début août. Le régiment s'était réduit à quelques compagnies, qui chancelaient en arrière, plus comme des fantômes que des êtres humains. Outre quelques centaines de mètres de trous d'obus, la mort était la seule récompense que les Anglais gagnèrent. Donc ça c'est un peu comme j'ai expliqué, donc Hitler raconte bien les combats de trous d'obus en trous d'obus, hein, ils essayent de s'accrocher au terrain, et ils ont eu de nombreuses pertes. Comme je disais, les Allemands ils ont été un peu surpris par cette attaque, donc ils vont reculer le régiment d'Hitler sur les lignes arrière, et laisser passer dans les premières lignes des régiments un peu plus habitués au combat que les Anglais présentent. Donc pour cela, c'est des Stormtroopers, des troupes d'assaut qui vont être mises en charge de prendre les trous d'obus aux Anglais. Donc à l'origine, ces troupes d'assaut ils sont là pour prendre les tranchées ennemies, mais sont aptes pour ce combat, comme vous pouvez voir sur les photos. C'est des troupes qui sont armées, ils ont le meilleur matériel, et ils ont énormément de grenades. Donc Hitler, lui, il dit que c'est parce qu'ils ont perdu beaucoup d'hommes qu'ils ont été reculés d'aller à la ligne de front, mais en fait c'est plus parce qu'ils n'arrivaient pas à se débrouiller correctement face aux Anglais. Donc voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez appris des choses, et je vous souhaite à tous une bonne journée.